J'ai une question à vous poser. J'ai remarqué aussi que vous faites beaucoup dans l'éducation média et je me suis posé la question de savoir, est-ce que l'éducation média est aussi une réponse à la désinformation? Oui, bien sûr. C'est une réponse importante parce que c'est pour la société civile et pour les prochaines générations. Mais bon, ça aussi l'éducation tout au long de la vie. Et c'est une réponse absolument primordiale pour développer ce qu'on appelle la pensée critique et le fait que les gens ne se fassent pas berner par la désinformation. D'ailleurs, dans notre plugin InVid with Wi-Fi, on a toute une partie de salle de classe avec des contenus pédagogiques et on essaye justement on a fait déjà 2 projets européens là-dessus sur l'éducation aux médias et on travaille en ce moment avec le CLEMI à Paris dans l'observatoire de facto, l'observatoire de facto-observatoire.fr qui est l'observatoire français de la désinformation sous la coupole de EDMO qui est l'observatoire européen. Et on travaille avec le CLEMI. Donc, le CLEMI, c'est le centre de liaison à l'éducation aux médias et à l'information du ministère de l'Éducation en France. Donc, on essaie de développer des choses aussi là-dedans. Merci beaucoup. Donc, oui, Nous, je vois des confrères qui se connectent déjà, donc nous allons démarrer. très bien. Bonjour à tout le monde. Bonjour, je vois des participants qui nous suivent depuis l'Afrique, la France et les autres régions. Bonjour à chacun où que vous soyez. Je suis super content de vous accueillir à cette formation que nous offrons dans le cadre de la conférence mondiale de l'ICFG pour amplifier la portée des informations fiables. Je suis Kossi Balao, le directeur du forum Pamela Award de reportage sur les crises mondiales de l'ICFG et je suis votre modérateur au cours de cette session pour laquelle nous avons le privilège de recevoir M. Denis Tessou. Il est le responsable du Media Lab de l'agence France Presse. Pour ceux qui découvrent M. Tessou pour la première fois, il est aussi le créateur et le responsable de InVid, un outil qui aide les journalistes à détecter les vidéos truquées et propagées sur les réseaux sociaux. Un outil utilisé dans le monde entier par plus de 16 000 acteurs. Il est également le responsable de l'innovation du projet européen Horizon 2020 WeVerify sur la vérification des informations et l'analyse des réseaux sociaux. Au cours des 12 dernières années, il a travaillé dans une douzaine de projets de recherche et d'innovation dans le domaine des technologies et des médias. Il donne régulièrement des cours à l'Université Nanterre, Paris 10, en sciences de l'information et de la communication. Mais aujourd'hui, il est avec nous pour vous apprendre comment se lancer dans le journalisme vidéo et produire des contenus qui combattent la désinformation sur Facebook, Twitter et TikTok. Et aussi vous faire découvrir l'art de la narration vidéo pour raconter des histoires captivantes, produire des contenus avec des informations factuelles capables de toucher une forte audience. Avant de lui donner la parole, je souhaite rappeler que si vous assistez à cette formation et à au moins 3 autres au cours de ce mois, vous pourrez postuler à notre bourse pour demander une subvention pour votre projet de lutte contre la désinformation. Cette conférence mondiale, elle est lancée dans les 6 régions du monde et chaque jeudi, nous offrons des formations dans le cadre de ce programme et à l'issue de ces formations, les participants, qu'ils soient journalistes, qu'ils soient étudiants en journalisme, qu'ils soient fact-checkers, qu'ils soient chercheurs, pourront postuler à une bourse que nous offrons pour financer les projets qu'ils ont pour lutter contre la désinformation. Bonjour, M. Tessou, c'est un privilège pour Bonjour. nous de vous recevoir. Merci beaucoup, Kossi. Bonjour à tous. Écoutez, je vais partager mon écran pour commencer. Très bien. Est-ce que tout le monde voit mon écran? C'est bon? Oui, votre écran s'affiche parfaitement bien. Très bien, parfait. Merci. Je vais essayer juste d'enlever ça. Parfait. Donc, on va commencer sur cette formation dans le cadre de ce programme de l'ICFJ sur désarmer la désinformation. Donc, comme l'a dit Kossi, donc moi, je travaille au Media Lab de l'agence France Presse et je fais partie des gens qui ont fondé l'extension de navigateur qu'on appelle aujourd'hui InVid with Verify et qui aujourd'hui est maintenue et développée encore dans un autre projet européen qui s'appelle Vera.ai, dans lequel on travaille actuellement et dont je suis responsable de l'innovation aussi, comme dans les 2 projets précédents qui étaient InVid et WeVerify. Donc, tous les 3 sont des projets européens qui travaillent dans le développement de nouvelles technologies au service du journalisme.
et des médias et contre la désinformation. Alors, comment produire des vidéos qui combattent la désinformation? Donc, j'ai fixé un peu comme objectif de cette formation de 1, apprendre à déconstruire les infox, 2, de trouver des indices de manipulation, 3, de recueillir des preuves visuelles de la falsification, c'est-à-dire de qu'est-ce qui a été falsifié dans une vidéo, 4, construire et remixer une vidéo de démystification et 5, de la diffuser sur les différents réseaux sociaux en fonction de vos besoins ou en fonction de là où vous voulez avoir un impact contre la désinformation. Alors, examinons une fausse vidéo récente. Alors, cette vidéo, elle a circulé un peu partout et bon, l'habillage est en anglais. Et c'est une vidéo qui parle donc de 3 Ukrainiens qui auraient été arrêtés au moment de la Coupe du Monde au Qatar. Donc c'est quelque chose d'assez récent, hein, ça prend un peu plus de 3 mois. Non. Et donc ces Ukrainiens ont été arrêtés au Qatar pour avoir dessiné des signes d'influence, enfin, sous influence nazie sur à côté de la mascotte de la Coupe du Monde du Qatar. Donc, vous avez vu que cette vidéo, on la présente comme une vidéo d'Al Jazeera, avec les codes visuels d'Al Jazeera à la fois dans les libellés textuels qui s'affichent sur la vidéo, à la fois dans la musique, à la fois dans la chute de la vidéo avec la signature d'Al Jazeera. Et on va examiner donc cette vidéo ensemble et voir un petit peu comment on fait pour démystifier ce genre de vidéo et comment on peut fabriquer une vidéo ou produire des contenus vidéo à partir d'éléments de cette vidéo pour la démystifier, donc pour démasquer la désinformation. Alors, où semble se passer cette scène? La scène là, se passe a priori à Doha au Qatar. Qui serait impliqué dans cette vidéo? Ces 3 supporters ukrainiens. De quand date la vidéo? On a une brève annonce au tout début qui parle du 20 novembre 2022, qui est la date de début de la Coupe du Monde au Qatar, la Coupe du Monde de football donc. Et quelle serait la source de la vidéo? A priori, ça serait Al Jazeera. Et la question qu'on peut se poser quand on veut essayer de déconstruire une infox et qu'on reçoit ce genre de message, c'est est-ce qu'il y a des incohérences dans cette vidéo? Alors, pour ça, on va, entre autres, utiliser le plugin InVidWeVerify. Alors, je ne sais pas si vous l'avez tous, mais vous avez le lien juste en bas de l'écran, là, u.fp.com/plugin, en HTTP tout court, hein, sans S, qui vous emmène directement sur le Chrome Store et qui vous permettent donc de télécharger ça et de l'installer. Alors, ça marche, ce plugin, il marche, bon, c'est une extension de navigateur qui marche sur Chrome, sur Chromium, sur Opera, sur Edge, sur Brave aussi, enfin tous les navigateurs qui sont basés sur le moteur Chrome fonctionnent avec le plugin fonctionne sur tous ces navigateurs-là. Alors, ce qu'on va utiliser dans le plugin, c'est une fonctionnalité bien précise qui s'appelle image clé en français, keyframes en anglais, qui est une fonctionnalité qui va vous permettre de fragmenter votre vidéo en images clés. Alors évidemment, quand on fait un examen visuel, ce qu'on a essayé de faire là à l'instant, et de voir un petit peu qu'est-ce qu'il peut y avoir comme question qui se pose par rapport à cette vidéo. On n'a pas forcément besoin du keyframe. Le keyframe, en fin de compte, c'est les images clés, c'est la principale technique de vérification des vidéos aujourd'hui, dans le sens où on va aller vérifier certaines de ces images par similarité sur différents moteurs de recherche pour voir si ces images n'ont pas déjà été indexées auparavant, dans le passé. Et ce qui montrerait que ces images ne sont pas des nouvelles images qui viennent d'arriver, qui viennent de sortir, mais des images décontextualisées du passé qui sont là pour nous tromper et pour manipuler le message. Donc, ce qu'on retrouve dans voilà, les différentes... donc, l'outil de fragmentation est capable de segmenter la vidéo en sortant les images les plus saillantes de chacun des plans, enfin, quand chacune des séquences de la vidéo, et de récupérer toutes ces images. Donc après, on peut appuyer sur le plus d'images clés pour avoir un maximum d'images clés par rapport à cette vidéo. Et donc ça permet déjà d'avoir toute une série de séquences
de la vidéo qui vont pouvoir être utilisés après quand on va vouloir construire notre propre vidéo de démystification. Donc voilà les différentes scènes que montre la vidéo. Donc on a une première scène de situation qui nous parle, qui nous montre un peu comment dire, les alentours, le pourtour du stade de Doha au Qatar pour la Coupe du Monde. La deuxième séquence nous montre des 3 Ukrainiens supposés, alors il n'y en a plus que 3, mais 3 qui nous dit qu'il y a 3 Ukrainiens ivres qui ont propagé des symboles nazis à Doha. Et on nous montre une horde de supporters ukrainiens qui brandissent des banderoles enfin, qui portent le nom d'Ukraine notamment, et donc des supporters ukrainiens. On a un troisième plan qui est donc cette image qui réutilise le logo de la Coupe du Monde, qui rajoute une expression allemande qui s'appelle, enfin, qui dit Sieg Heil, qui est un espèce de salut à la victoire, hein, pour la victoire, et qui était utilisé par les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, on nous insinue que ces Ukrainiens ont tagué, ont vandalisé un certain nombre de posters, enfin, un certain nombre comment dire, de banderoles ou autres de la Coupe du Monde avec cette expression. On revient après sur les alentours, donc le pourtour du stade, y compris les drapeaux. Et ensuite, on parle de leur arrestation avec des images de policiers. Et enfin, à la suite, donc, on nous dit que les vandales en question sont toujours en prison et on nous signe la vidéo avec Al Jazeera. Et là, vous voyez bien les codes graphiques d'Al Jazeera avec un certain nombre de mots-clés qui sont surlignés de cette couleur légèrement orange dans le texte directement. Et c'est la couleur donc, de la charte graphique de Al Jazeera. Alors, un point intéressant qui est assez méconnu des fact-checkers, c'est le fait qu'on peut télécharger toutes ces images clés. C'est-à-dire que quand on veut aller faire ensuite une vidéo de fact-checking, hein, de vérification, ça peut être intéressant de télécharger toutes ces images clés. D'abord parce qu'on a vraiment toutes les séquences qui sont là. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir une vue globale de la vidéo. Et c'est une fonctionnalité qu'on a mis en place pour, en fin de compte, à la demande d'Amnesty International, parce que les organisations qui défendent les droits de l'homme ont des problématiques non seulement de vérification, mais aussi de conserver des preuves de leur travail afin de les produire éventuellement dans des cas, dans des processus judiciaires. Et donc, il y a pour avoir ça dans votre utilisation à vous du plugin, vous devez aller dans la page à propos et cocher la case pour les défenseurs des droits de l'homme. Donc, c'est une fonctionnalité qui est un petit peu cachée parce que bon, c'est toujours un petit peu problématique de récupérer plein d'images clés sur une vidéo qui peut être sous copyright, par exemple. Là, en l'occurrence, nous, on travaille sur les fausses vidéos, donc ces vidéos-là n'ont pas de facto véritablement de copyright puisqu'elles sont manipulées. Mais c'est donc ce qui déclenche le fait que vous avez un lien qui vous permet de récupérer un fichier compressé avec toutes les images clés de la vidéo, c'est le fait d'avoir coché cette case pour les défenseurs des droits de l'homme dans la page à propos. Voilà, donc c'est une petite astuce que je vous donne qui donc peut vous permettre de récupérer toutes ces images. Et ces images, on va le voir ensuite, sont précieuses ensuite quand on veut faire du fact-checking vidéo parce que ça vous permet de faire des arrêts sur image dans votre vidéo et de pouvoir documenter ou de pouvoir ajouter du texte, de pouvoir ajouter un commentaire, une voix off ou autre, afin de commenter les différentes images. Alors, si on revient à notre vidéo initiale, le deuxième objectif que j'avais préparé pour cette formation, c'est d'essayer de trouver des indices de manipulation. Alors, j'ai pris l'initiative de proposer trois questions pour commencer. La première qui choque un petit peu, alors même sans être un grand fan de football, c'est se poser la question déjà, mais qu'est-ce que font des supporters ukrainiens au Qatar? Est-ce que l'Ukraine joue la Coupe du Monde, par exemple? Donc ça, c'est une première question qu'on peut se poser. Pas tous les fact-checkers se sont posés. Moi, il se trouve qu'à l'AFP, mon collègue fact-checker et moi-même, on s'est posé la question d'entrée. Et je pense que c'est un bon point comment dire, un bon angle, en fin de compte, c'est déjà de se poser la question. On nous présente quelqu'un qui est censé être à tel endroit.
est-ce que c'est avéré? Est-ce que c'est quelque chose qui est réel? Ensuite, est-ce que les images qui ont été diffusées étaient connues auparavant? Ont-elles été indexées par un moteur de recherche? C'est-à-dire que là, on va vraiment utiliser la fonctionnalité d'image-clé pour faire de la recherche par similarité et donc bien voir si ces images n'existent pas par ailleurs. Et ensuite, l'autre question qu'on peut se poser, est-ce que la chaîne Al Jazeera a-t-elle vraiment diffusé cette vidéo? Alors, il y a d'autres questions qu'on peut se poser. Par exemple, il y a d'autres fact-checkers qui se sont posé la question de savoir est-ce que c'est vraiment à Doha? Est-ce que c'est vraiment au Qatar? Qui est une question qu'on peut se poser aussi. Après, les scènes je dirais, d'ambiance ou de mise en situation sont tout à fait, je dirais, correctes. Elles ne sont pas manipulées, ces scènes-là. Donc, dans ce genre de vidéo, en général, quand on est sur une opération de propagande et des informations, il y a toujours une alternance entre des vraies images qui sont remixées et des fausses images qui sont intercalées avec les vraies images. Et là, c'est un peu le cas. Donc, on va se poser ces 3 questions successivement et puis on va voir un peu qu'est-ce qu'on trouve. La première question qu'on peut se poser ici, c'est est-ce que l'Ukraine a participé à la Coupe du monde? J'ai fait la recherche hier sur Google et vous voyez que Google me répond un papier du Monde qui dit que les dragons gallois ont privé les Ukrainiens de la Coupe du monde le 5 juin 2022. Et puis, autre question posée et qui vient de Eurosport, l'Ukraine n'ira pas au mondial. Donc, du coup, ça pose une première question. Que faisaient des supporters ukrainiens, supposés être dans une tribune avec des banderoles à la gloire de leur équipe nationale, si ils n'étaient pas, en fin de compte, si leur équipe nationale n'était pas qualifiée pour le mondial? Je crois qu'aussi qu'il y a quelqu'un qui a levé la main. Je ne sais pas si vous avez des questions et que vous voulez les poser au fur et à mesure. Ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, ça fera une formation un peu plus interactive. À ce stade, nous n'avons pas encore reçu de questions, mais Ah, comme le dit d'accord. le formateur, la session se veut vraiment interactive, donc n'hésitez pas à poser dans la boîte de discussion les questions éventuelles que vous avez ou pour ceux et celles qui nous suivent dans le groupe privé du forum sur Facebook, vous pouvez soumettre vos questions dans les commentaires sous la vidéo en direct. Merci. D'accord, merci. Non, j'ai juste vu une main qui se levait, c'est pour ça. Ok, très bien. Donc, comme je disais, donc, les Ukrainiens n'étaient pas à la Coupe du monde. Donc déjà, ça pose question. Pourquoi on a une image de supporters ukrainiens qui sont censés être à Doha alors que leur équipe nationale n'est pas qualifiée? Donc, on nous dit que ça s'est passé au Qatar pendant la Coupe du monde 2022. Donc, il y a une association, en tout cas, avec une image et comment dire, une déclaration qui nous parle de ces 3 Ukrainiens ivres qui propagent des symboles nazis à Doha. Et donc, la première chose qu'on va faire sur les images clés, c'est une recherche par similarité sur ces images clés. Et donc, on peut utiliser jusqu'à 7 moteurs de recherche aujourd'hui sur notre plugin. Et on peut récupérer donc un certain nombre d'images. Et il se trouve que le moteur Yandex russe connaît l'image donc de la vidéo, parce que quand vous voyez la petite imagette ici, en fin de compte, elle porte exactement les mêmes comment dire, les mêmes marques que cette vidéo que nous sommes en train d'essayer de vérifier. Mais quand on va regarder derrière, en dessous, les différents commentaires, on se retrouve avec toute une série de liens qui parlent de supporters de l'Ukraine qui fêtent le succès de leur équipe dans la Coupe du monde des moins de 20 ans qui s'est passée en 2019 et à l'issue d'une finale contre la Corée, contre la République de Corée du Sud, qui s'est passée donc à Lodz en Pologne. Donc, on est face à une photo. La photo qui est utilisée dans cette vidéo est en fin de compte une photo de 2019 et pas du tout une photo de 2022. Donc, on est face à une photo décontextualisée qui a été juste rajoutée dans cette vidéo. Sur Google, c'était un petit peu plus difficile de le trouver. Je l'ai trouvé une seule fois avec Google Lens et toutes les autres tentatives que j'ai faites avec Google Lens par la suite se sont soldées par un échec. Parce que Google Lens privilégie le e-commerce et donc du coup on vous propose des articles de sport en jaune et en bleu mais pas vraiment la photo originale. Si je reviens sur Google Images, on peut retrouver cette image comme je montre à l'écran, mais c'est un petit peu particulier parce qu'il faut faire il faut coupler
la recherche par similarité d'image avec une recherche verticale sur un site de Getty Images. Et vous voyez, quand on marque site Getty Images, il va me remonter que des photos de Getty Images. Et là, je vais quand même récupérer cette photo. Et dans le même cas que pour Yandex, on trouve à chaque fois une source qui est Getty Images. Et en consultant, donc en cliquant sur le lien qui est ici, on récupère effectivement cette image sur le site de Getty Images. Donc, il nous confirme donc que c'est une photo qui a été prise le 15 juin 2019 à Łódź en Pologne et à l'occasion de la Coupe du Monde de football de la FIFA pour des moins de 20 ans. Donc, quelque chose qui n'a rien à voir, a priori, avec la Coupe du Monde de 2022. Donc, la source originale est tout à fait différente de ce qui est, comment dire, affirmé. Enfin, c'est du juxtaposition que l'on voit dans la vidéo que nous sommes en train d'essayer de vérifier. Deuxième élément, vous avez vu qu'il y a des images d'arrestation. Et quand on essaye de rechercher ces images d'arrestation, alors par similarité, on trouve beaucoup de fact-check aujourd'hui, c'est beaucoup d'articles de vérification. Mais il y a des articles de vérification qui mentionnent le canal YouTube de la chaîne, une autre chaîne qatari qui est différente d'Al Jazeera, qui s'appelle Al Rayan. Et vous voyez que sur YouTube, on retrouve cette vidéo du 22 septembre 2013. Et vous voyez, y compris le groupe horaire ici, c'est une vidéo assez longue, 21 minutes 45. Et à la 13e minute et 15 secondes, on retrouve des images qui sont absolument identiques à celles qui sont diffusées dans cette vidéo. Donc la vidéo de l'arrestation qui est insérée dans cette vidéo supposée d'Al Jazeera est en fin de compte une vidéo un extrait, un fragment vidéo de Al Rayan et qui date de 2013. Donc là aussi, on est sur des images décontextualisées qui ont été réutilisées pour faire croire à une arrestation donc, de ces 3 Ukrainiens, enfin c'est soi-disant 3 Ukrainiens. Donc une vidéo de 2013. Donc déjà, on a 2 éléments dans la vidéo qui sont complètement faux, à la fois la photo des Ukrainiens et à la fois la photo de l'arrestation. Troisième élément, est-ce que ces images ont été diffusées par Al Jazeera? Donc il y a eu, évidemment, en tant que journaliste, on peut toujours passer un coup de fil ou envoyer un mail au service de presse ou autre. Toujours est-il qu'au bout d'un moment, la vidéo a circulé à peu près pendant 2 jours, notamment dans l'internet russe, sur des canaux Telegram. Le Al Jazeera a publié, donc la partie de relations publiques d'Al Jazeera a publié ce démenti en disant que la vidéo en question est complètement fausse et Al Jazeera n'a jamais publié aucune information en relation avec cette histoire. Donc, il y a un démenti complet de la chaîne qatari et ce qui veut dire qu'on a déjà 3 éléments fondamentaux dans cette vidéo. Ce n'est pas une vidéo d'Al Jazeera, c'est une contrefaçon. Ce ne sont pas des photos, enfin la photo des Ukrainiens est une vieille photo de 2019 et la photo de l'arrestation est un vieux rush vidéo d'une télévision concurrente Al Rayan, également qatari et qui date de 2013. Alors, à partir de là, le troisième objectif, c'est de recueillir des preuves visuelles de falsification. C'est-à-dire comment on va pouvoir démontrer que les images qui ont été insérées dans cette vidéo sont en fait compte des faux. Alors, le premier élément sur cette photo de supporter de football, c'est ce GIF ici, qui est aussi disponible sous forme de vidéo MP4. Et cette image, en fin de compte, elle provient d'un outil qui s'appelle CheckGIF, que je vais vous montrer un instant. Et cette image, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est qu'elle apporte la preuve que l'image a été falsifiée, dans le sens où vous voyez d'abord une différence de résolution entre les 2 images. Vous voyez sur l'image recadrée ici, plus petite, qui est dans la vidéo, vous avez d'une part une qualité d'image qui est nettement moindre. Vous avez également alors qui peut être dû aussi au fait qu'elle a tourné sur beaucoup de réseaux sociaux avant que je la récupère sur Twitter. Vous avez un logo d'Al Jazeera qui n'existe pas dans la photo initiale, où on a plutôt le logo de Getty Images sur le site web de Getty Images. Et puis, vous avez… alors, ce qui est intéressant, c'est que
tout ce qui ne bouge pas montre le lien entre les deux images. Et vous pouvez voir, vous avez exactement les mêmes bras tendus, les mêmes banderoles, le même téléphone portable brandi, les mêmes supporters en train de crier. Donc il y a toute une série d'éléments dans ces images qui montrent que c'est exactement la même image. Simplement, l'image falsifiée n'a plus de logo Getty Images, n'a plus a un logo Al Jazeera qui a été rajouté par-dessus, a été découpé pour resserrer le plan. Donc tout a été, et évidemment le commentaire textuel qui est écrit par-dessus. Donc tout ce qui bouge montre les variations qu'ont subi l'image entre l'image originale qui provient de Getty. Et dans ce cas-là, on est vraiment sur quelque chose, sur un processus véridicatoire, parce qu'on sait pertinemment où a été prise l'image, par qui, par quel photographe, diffusée par quelle agence, et quel est l'événement auquel se rapporte cette image. Et d'autre part, on a tout ce qui a été falsifié. C'est-à-dire tout ce qui a été falsifié se voit par le mouvement. Et tout ce qui est immobile montre la filiation entre les deux images, que ces deux images sont l'une est dérivée de l'autre. C'est-à-dire que l'image falsifiée de la vidéo est dérivée, c'est prouvé, et c'est prouvé de manière irréfutable, provient de cette image de Getty Images de 2010. Alors ça, comment on le fabrique? On le fabrique assez simplement, finalement, grâce à un outil qui est disponible dans le plugin InVideo We Verify qui s'appelle CheckGIF. Cet outil va vous permettre à partir d'une première image suspecte ou manipulée, et une deuxième image supposée originale que vous aurez retrouvée sur les réseaux sociaux, exactement ce qu'on vient de faire, on va envoyer ces deux images sur un serveur où il y a un programme mathématique qui va aligner les deux images parfaitement dans le même repère, dans la même grille, et qui va trouver les similitudes entre les deux images. Et ça va permettre de fabriquer, on va recevoir deux images qui vont nous permettre de fabriquer parfaitement alignées, qui vont nous permettre de fabriquer le GIF que vous voyez sur la partie droite. Donc là, il n'y a pas de mouvement ici, contrairement au vrai GIF qui est ici. Ici, c'est une copie d'écran de l'outil CheckGIF. Et là, je vais pouvoir régler la vitesse de l'animation, c'est-à-dire la vitesse du défilement d'une image à l'autre. Et je vais avoir la possibilité soit de télécharger le GIF directement dans celui que je viens de vous montrer, soit de télécharger aussi une vidéo, on peut télécharger les deux aussi, hein, une vidéo en MPEG 4. C'est-à-dire que je vais avoir une vidéo de 4 secondes dans laquelle je vais avoir 2 secondes une image, 2 secondes l'autre. Et cette vidéo, si je la joue en boucle, je vais pouvoir en faire un équivalent GIF, mais en vidéo, c'est-à-dire on va pouvoir boucler sur les deux images pour montrer les similitudes entre les deux images, les différences entre les deux images qui montrent la contrefaçon, comment l'image originale a été altérée pour fabriquer un faux. Donc, ça permet donc d'apporter une preuve visuelle de la contrefaçon, comme dans cette image-là. Donc, c'est un deuxième GIF que j'ai fait. Alors là, c'est un petit peu différent parce que j'ai utilisé des images clés de vidéo, donc deux images clés de vidéo ensemble. Et ça permet également de voir un peu la différence. C'est toujours le même genre de différence, c'est-à-dire que vous avez l'image originale est de meilleure qualité ici que l'image contrefaite, qui a été beaucoup plus de fois compressée. Et vous voyez ici, alors à fraction de seconde près, parce qu'on voit le personnage là qui est masqué de dos, enfin le policier masqué de dos sur la gauche, qui bouge très très légèrement. C'est pas toujours facile d'aligner les images clés les unes entre les autres. Je pourrais vous expliquer comment j'ai fait ça. Et ça montre bien, donc on a bien deux vidéos qui sont absolument, enfin c'est des images qui sont absolument identiques, y compris le floutage de la personne suspecte qui est dans la vidéo. Pour la petite histoire, c'est une opération de police contre une fabrique clandestine d'alcool au Qatar en 2013. Donc c'est un fait divers, simplement, et c'est ces images de police qui ont été récupérées. Et donc même le floutage initial de la vidéo de 2013 a été conservé ici, dans cette image. Et donc, c'est exactement le même principe, sauf que là, je suis parti non pas du URL d'image, mais directement des deux images téléchargées localement, en récupérant simplement les imagettes à partir des deux vidéos. Alors,
Une autre image qui est évidemment encore plus, qui devient de ce fait très suspecte dans cette vidéo parce que vu que tous les autres, les autres plans de la vidéo tombent les uns après les autres et on démontre qu'ils sont faux. Sur cette image, elle est plus que suspecte, mais c'est surtout au vu du contexte. C'est-à-dire que si la vidéo n'a pas été faite par Al Jazeera, si les Ukrainiens n'étaient pas à Doha et il n'y avait pas de supporters ukrainiens particulièrement là-bas, et si la vidéo, la photo qui est montrée date de 2019, si l'arrestation n'a pas eu lieu et les images montrées sont de 2013, s'il reste plus que cette image-là, qui est sans lien en plus avec les autres, c'est-à-dire qu'on ne voit pas des gens en train de taguer quelque chose, c'est vraiment une simple insinuation d'une certaine manière. Voilà, donc du coup, cette image-là, elle est fausse à cause du contexte, en fin de compte, elle est plus que suspecte parce que tout le contexte, tout le reste est faux. Ici, un point important aussi, c'est de voir comment ces images sont diffusées. En fin de compte, ces images ont été largement diffusées sur les réseaux russes à partir dès le 22 novembre. Là, vous voyez, c'est une archive 22 et 23 novembre 2022 qui a été faite par un fact-checker. Et là, ici, on est en plus sur le canal de Telegram d'un présentateur de télévision russe très connu qui s'appelle Vladimir Soloviev. Hein, vous voyez le nom de Soloviev ici qui s'affiche. Je vous ai mis une version avec du Google Translate ici. Donc, on est bien sur… alors, on est sur un cas classique en termes de propagande, c'est-à-dire qu'on fait faire… on utilise quelque chose qui a été publié dans un média étranger, supposé, hein, donc Al Jazeera, et on fait juste un petit commentaire un peu sarcastique sur ce qui a été écrit, ce qui a été raconté dans cette vidéo, et alors que la vidéo est complètement fausse. Donc ici, vous voyez donc, des fans de football ukrainien ivres ont ajouté la moustache d'Hitler au symbole de la Coupe du Monde et ont écrit Sieg Heil. Et une chose qui peut vous intéresser, c'est que toujours dans le plugin, donc on est toujours sur une copie d'écran sur le channel, donc le canal Telegram de Soloviev. On a dans le plugin un outil de OCR, c'est-à-dire de reconnaissance optique de caractère, qui vous permet d'aller récupérer les blocs de texte que vous voyez là et de pouvoir utiliser Google Translate automatiquement ici pour chaque bloc pour savoir qu'est-ce que ça raconte, pour savoir un peu dans quelles conditions ou comment ça a été diffusé, propagé sur les réseaux sociaux. Et voici la traduction. Donc la traduction, bon, il y a une petite erreur ici juste à ce niveau-là, c'est Sieg Heil. Mais pour tout le reste, c'est voilà, du français correct, directement traduit à partir du russe, mais qui donne des bons résultats, au moins pour savoir de quoi parlent les vidéos. Ce n'est pas toujours très bien écrit en français, mais en tout cas, ça montre de quoi ça parle, évidemment avec un peu d'ironie, un peu de sarcasme. Ici, bien sûr, il n'y a pas de nazisme en Ukraine, etc. Et donc, voilà, une diffusion massive sur les réseaux russes. Alors, massive, pourquoi? Parce que si on voit sur cet exemple-là, vous voyez qu'il y a 317 000 vues sur 377 000 vues ici sur le post de Soloviev. Et donc, évidemment, ça a un impact assez considérable. Et alors, ce genre de vidéos sont évidemment à des fins de propagande interne pour la cohésion de leur propre troupe et pour délégitimer l'ennemi et discréditer l'ennemi, dire les Ukrainiens. Et ensuite, elle a été diffusée un peu partout sur Facebook, sur Twitter, sur différents médias. VK aussi, qui est le Facebook russe. Donc, elle est diffusée un peu partout par la suite, avec moins d'impact qu'en Russie directement. Alors, un autre outil qu'on peut essayer de mobiliser, c'est le forensic, l'analyse forensique. Alors là, c'est l'analyse mathématique du fichier numérique pour essayer de déceler des anomalies dans le traitement du signal visuel. Ici, c'est un petit peu compliqué parce que cette image, d'abord, s'y prête pas beaucoup parce que les images clés de vidéo sont des images extrêmement compressées. Le format MP4 notamment compresse beaucoup les images et détruit beaucoup des traces qu'on pourrait retrouver dans une image JPEG, par exemple, qui sortirait d'une caméra, enfin d'un appareil photo. Ici, vous verrez dans les vidéos qui suivront après, que je vous montrerai après,
Il y a des gens qui ont utilisé le ELA, ce qui ne devrait pas être utilisé d'ailleurs pour la détection. Le ELA, c'est-à-dire le Error Level Analysis, c'est quelque chose qui est un amplificateur, c'est quelque chose qui va augmenter les contours dans la vidéo et qui vous indique éventuellement une zone à analyser. Donc, c'est plutôt quelque chose qui va vous inciter à aller voir des zones de l'image avec d'autres filtres, mais ce n'est pas quelque chose qui permet de conclure. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on dit dans les avertissements qui sont marqués, enfin qui sont mis dans l'interface de notre plugin. Ici, on a quelques traces qui sont découvertes sur cette image-là. Alors, cette image-là, c'est une des vidéos que j'ai récupérées sur Twitter. L'image la plus probante, en fin de compte, c'est le logo d'Al Jazeera, et ça a du sens parce que c'est en général, quand vous voulez faire passer une vidéo pour une production d'une chaîne de télévision, ben, le logo de la chaîne va être rajouté au dernier moment. Et du coup, le fait qu'il y ait une différence de compression au niveau du logo, ça a du sens. Par contre, au niveau du reste, c'est un peu moins flagrant. Ici, vous avez deux exemples. L'exemple de gauche provient d'une vidéo Twitter, donc la même vidéo qui a été diffusée sur Twitter. L'exemple de droite provient d'une vidéo peut-être moins compressée qui est parue sur VK, sur le vContact, c'est-à-dire le Facebook russe, avec des signes légèrement différents entre les deux. Le seul problème ici, c'est que ça utilise en fin de compte un seul algorithme qui s'appelle Ghost, qui veut dire en fin de compte les fantômes JPEG. Ce sont les traces de compression JPEG qu'on retrouve dans l'historique de l'image en fin de compte. Et le problème, c'est qu'on sait que, enfin en tout cas les scientifiques qui travaillent dans ce domaine de recherche nous ont dit que, en fin de compte, cet algorithme a tendance à avoir parfois des faux positifs, notamment quand elle est dominante de couleur rouge. Or, ici, c'est le cas. On est sur une dominante de couleur rouge. Et vous voyez que à chaque endroit limitrophe du rouge, c'est-à-dire que quand il n'y a pas de texture rouge, là, que ça soit ici, sur cette partie-là, que ça soit au niveau du bras ici, de la mascotte, que ça soit au niveau ici de cette jointure ici, de la vidéo, on voit des sortes de traces ici. Et donc, ce n'est pas exclu complètement que cette image-là en particulier, il y ait eu une altération du signal qui ne soit pas due à la manipulation de l'image. Mais évidemment, c'est tout à fait… Allô? Si vous permettez, M. Tessou, nous avons une question, Oui. deux questions. Une question d'un participant qui demande comment évaluer la viralité d'un contenu d'une vidéo truquée? Alors, évaluer la viralité, vous pouvez le faire directement sur chacun des sites où elle a été publiée. C'est-à-dire que, alors, par exemple, si vous faites une recherche par similarité d'image, vous allez récupérer un bon nombre de publications qui auront déjà été indexées par des moteurs de recherche, que ce soit parce que la vidéo vient de sortir et qu'elle est populaire sur les réseaux sociaux, que ce soit parce que des images proviennent d'avant, elles ont déjà été indexées. Et donc, les différents moteurs de recherche vont vous ramener un certain nombre de sites. Et sur ces sites-là, vous allez pouvoir voir combien de fois la vidéo a été partagée, par exemple, sur Telegram, combien de fois elle a été partagée sur VK, combien de fois elle a été partagée sur Twitter. Donc, ça va vous permettre de voir au fur et à mesure quelle est la viralité de cette vidéo. Donc, et là où vous allez la récupérer, c'est pareil. Là où vous allez la récupérer, vous allez voir quel est le nombre de partages, quel est le nombre de likes, quel est le nombre de retweets. Et donc, ça, au fur et à mesure, ça peut vous permettre de voir ça. Ensuite, vous pouvez utiliser aussi des mots-clés qui accompagnent la vidéo, par exemple, et essayer de voir si ces mots-clés, que ce soit dans la description de la vidéo, dans un tweet, par exemple, ou dans une page Facebook, et aller voir si ces mots-clés, s'il y a des mots qui sont particulièrement, comment dire, des marqueurs, en fin de compte, de cette vidéo, ou que ce soit un hashtag, par exemple, ou un mot-clé particulier. Vous pouvez aller chercher sur des moteurs, par exemple. Alors, on en a un dans le plugin qu'on appelle FactCheck pour voir si ça a été fact-checké, mais on a un deuxième moteur qui s'appelle X-Network qui permet d'aller voir justement si une campagne de désinformation qui est produite à partir de mots-clés a été diffusée, sur quel réseau ça a été diffusé? Est-ce que ça a été diffusé sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur 4chan, 8kun, qui sont des image boards plus underground, comme on dit, c'est-à-dire que c'est des plateformes qui sont moins connues, mais c'est là-dessus que souvent la désinformation se prépare avant d'arriver sur les principaux réseaux.
Et donc Facebook, etc. Donc, ça peut vous permettre de voir. Donc, c'est X Network, hein, c'est dans le plugin, à l'onglet Search, donc à l'onglet Recherche. Et ça vous permet donc de voir si une campagne des informations circule dans plusieurs plateformes. Voilà, je Nous pense que avons j'ai… une Oui, autre allez-y. question. Quel est l'impact des sous-titres quand on réalise une vidéo à publier? Alors, l'impact des sous-titres. Aujourd'hui, vous avez, notamment sur les réseaux sociaux, vous avez un style de vidéo que parfois on appelle le style brut, hein, c'est du nom du média de vidéo brut. C'est d'ailleurs des formes de vidéos comme celle-ci, par exemple verticale, prise avec un téléphone portable bien souvent, et avec du texte et moins de commentaires sonores, par exemple. Mais donc, du coup, le texte accompagne l'image vidéo ou produit des explications. Donc, c'est une tendance de narration aujourd'hui qui est assez développée, qui est pas unique, mais c'est un genre de narration vidéo qui est d'accompagner avec des commentaires textuels la vidéo, donc d'intercaler des sous-titres, des intertitres dans les différents plans de la vidéo. Une autre question, comment savoir, c'est des questions qui sont posées par les participants, comment savoir qu'une image ou une vidéo est fausse? Alors, je viens de vous le montrer en fin de compte, hein, c'est-à-dire c'est la recherche par similarité essentiellement. C'est-à-dire que on va chercher par similarité sur les images clés et on va retrouver. Donc, une fois qu'on a récupéré, je vais y arriver. Voilà, une fois que j'ai mes images clés ici, là, par exemple, je vais pouvoir aller faire un clic droit et aller envoyer cette image directement sur différents moteurs de recherche. Et ces moteurs de recherche vont me dire s'ils connaissent cette image ou pas. Et si cette image a déjà été indexée par un moteur de recherche, c'est-à-dire que si cette image est connue, à ce moment-là, je vais arriver là. C'est-à-dire, je vais partir de là et je vais arriver là. C'est-à-dire que si j'envoie sur Yandex, Yandex va me dire, je connais cette photo. Il va me dire, là, cette photo, je la connais, elle est là. Et quand je vais regarder en dessous les résultats, je vais trouver tous ces sites qui vont me dire, donc j'ai 3 sites Getty qui me disent, cette image, elle est de supporters ukrainiens de la Coupe du monde de moins de 20 ans de 2019. Et si je clique sur ces liens, je vais récupérer donc l'image que vous voyez ici. Donc, c'est le principal moyen aujourd'hui de vérification des images. C'est enfin, le moyen qui marche le plus, qui est le plus utilisé aujourd'hui par toute la communauté de fact-checking, c'est la similarité d'image. Et de le faire, en fin de compte, ce qu'on fait en apportant plusieurs moteurs qu'on peut récupérer uniquement avec un clic droit, enfin directement un clic droit et on envoie sur le moteur de son choix ou sur tous les moteurs d'un seul coup. L'idée principale, c'est d'utiliser tout le big data, hein, les données massives de tous ces moteurs de recherche, parce qu'il y a des complémentarités. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui sont mieux indexés par Yandex, par exemple, que des profondeurs d'index qui sont plus importantes comme Google, des moteurs comme Bing, par exemple, qui sont parfois assez bons sur tout ce qui est reconnaissance faciale pour reconnaître des personnes. Voilà, chaque moteur a ses particularités, ses forces et ses faiblesses, et on joue sur la complémentarité de tous ces moteurs de recherche pour permettre aux utilisateurs de trouver, et ça marche très souvent, de trouver si les images ont déjà été indexées dans le passé. Alors, si elles ne sont pas indexées, ça veut juste dire qu'elles ne sont pas indexées, ça ne veut pas dire que l'image est réelle, mais bien, si c'est une image réelle qui vient d'être prise, il y a de fortes chances qu'elle ne soit pas encore indexée par un moteur de recherche. Après, si c'est des images de presse, elles vont être indexées assez rapidement si elles sont diffusées sur le web, à partir du moment où des publications web vont la reproduire. Il y a des millions d'images et de vidéos sur Twitter, sur Facebook et sur TikTok, mais lorsqu'en tant que journaliste, on produit une information factuelle et qu'on veut se démarquer, comment faut-il s'y prendre? Alors, en produisant ses propres images, déjà, c'est au lieu de réutiliser celles des autres. Ensuite, là, il y a des milliards d'images. C'est-à-dire que le seul moteur d'images qui, à ma connaissance, hein, publie la taille de son index, c'est TinEye. Donc, TinEye, c'est un moteur canadien. Ça s'écrit TINEYE.com. Et ce moteur canadien, la dernière fois que j'ai regardé, était à 59 milliards d'images indexées sur le web, ce qui est absolument colossal.
Pour vous donner un ordre d'idée, la base professionnelle de l'AFP avec ses partenaires, c'est à peu près 30 millions d'images. Donc, on est sur une échelle supérieure à 1000, un facteur 1000. Et donc, ces moteurs ont un index absolument considérable. Et c'est ça, justement, aussi qui permet qu'ils soient utiles en termes de fact-checking pour la vérification. C'est parce comme ils ont indexé tellement d'images, ils sont bien souvent capables de récupérer ces images, y compris si elles ont, parfois, si elles ont été publiées même dans les vidéos. Donc, c'est un outil absolument incontournable dans la vérification des images. Une autre question, lorsqu'on veut produire des contenus pour ces 3 plateformes, Facebook, Twitter et TikTok, est-ce qu'il faut diversifier le contenu? Comment les adapter à chaque réseau social? Alors, c'est une bonne question. Je dirais que, alors, d'un point de vue lutter contre la désinformation, j'y reviendrai un peu plus tard, c'est le fait de s'adapter à chaque plateforme. C'est-à-dire que chaque plateforme a ses propres règles, ses propres façons de travailler. Et du coup, si on veut, par exemple, contrer une désinformation, sur Twitter, ça pourrait être en faisant un retweet avec commentaire, ça pourrait être avec une réponse faite directement à un profil qui publie, par exemple, une fausse vidéo comme celle-ci. Ça peut être publié sur son propre compte pour ses followers, pour ses abonnés. Et après, tout dépend de l'objectif qu'on a en termes de comment on veut contrer la désinformation. Si on fait ça sur Telegram, il faudra éventuellement joindre les groupes qui diffusent ce genre de vidéos, ce qui peut être compliqué parfois parce que ça peut être des groupes qui peuvent être parfois un peu vindicatifs. Voilà, tout dépend de sur quelle plateforme on est, comment on travaille. Si on est sur Facebook, si on travaille par exemple dans le partenariat de tiers vérificateurs de Facebook, du coup, c'est une publication directement que Facebook va ensuite mettre on verra tout à l'heure, un avertissement sur la vidéo en disant que la vidéo est contestée par un certain nombre de vérificateurs. Donc, chaque plateforme a sa propre stratégie, enfin, son propre façon de travailler, et il faut s'adapter à ces façons de travailler au fur et à mesure. Ça peut être valable aussi en termes de format d'image, ça peut être valable en termes de, voilà, quel est le format idéal. Et ça, il suffit de regarder sur Internet, sur Google, pour voir, par exemple, quels sont les meilleurs formats en fonction de la plateforme qu'on veut attaquer. Donc, parfois, on peut avoir à décliner sa vidéo en plusieurs formats avec de façon à ce que ça s'affiche directement. Par exemple, que les internautes n'aient pas besoin de cliquer pour voir la vidéo, mais qu'elle puisse s'afficher, par exemple, directement dans un flux. Alors, je reviens à mes filtres ici. Donc, vous voyez qu'ici, on a des traces quelque part, mais c'est difficile de conclure, notamment pour l'expression là qui est annotée manuellement a priori à côté de la mascotte du mondial. C'est un petit peu difficile de conclure parce que vous voyez ici partout autour du personnage, dès qu'il y a du rouge, vous avez partout des zones qui sont altérées et partout ici également. Donc, à chaque fois qu'il y a une frontière un peu avec le rouge ici, vous avez une altération. Et ce qui fait que cette image, elle n'est pas facile c'est compliqué de conclure. Alors, c'est tout le problème du forensic, c'est basé sur l'interprétation des résultats. Et le problème, c'est que quand on pense que cette image, de toute façon, elle est fausse, on a tendance un peu à surinterpréter ce genre de choses. Et c'est ce que vous allez voir dans certaines vidéos. Donc, personnellement, comme je ne suis pas complètement convaincu qu'on a un vrai positif là, à part le logo ici, dans cette partie-là, probablement, personnellement, je préfère ne pas utiliser ici cette image parce que c'est pas. Alors après, on peut toujours demander de l'aide à des spécialistes, c'est possible. Et nous, dans le projet dans lequel je suis actuellement, le projet Vera, on est tout à fait preneur de ce genre d'exemples parce que c'est des exemples qui nous font progresser, qui nous donnent des véritables cas d'utilisation qui permettent de tester un certain nombre de choses. Je fais juste un rappel très bref avec une image qui vaut 1000 mots, hein, comme l'expression consacrée. C'est un très bel exemple de journalisme de données, hein, de data journalisme, qui a été produit par le New York Times l'année dernière. Et en fin de compte, c'est un graphique qui montre, c'est une analyse qui a été faite sur 8000 sites russes depuis 2014, qui ont montré des références au nazisme. Et on voit que c'était pratiquement anecdotique pendant 8 ans à peu près.
avec une moyenne qui est marquée à un moment donné de 7 informations par jour, hein, ce qui était assez, enfin, qui était pratiquement anecdotique, à plusieurs milliers de centaines, voire milliers de résultats à partir du 24 février, qui est la date de l'invasion de l'Ukraine. Donc, ces accusations ou ces références au nazisme visant les Ukrainiens font partie de la construction de l'ennemi et font partie d'un discours de propagande qui vise à justifier l'invasion de l'Ukraine, ni plus ni moins. Et c'est ce que montre avec un certain brio ce graphique, hein. En une seule image, on voit très bien que les références au nazisme concernant les Ukrainiens ont considérablement augmenté juste au moment de l'invasion de l'Ukraine. Et donc, c'est simplement une justification de l'intervention russe, de l'invasion de l'Ukraine. Alors, étape suivante, ce qui est donc de construire une vidéo de démystification. Et donc, je vais vous montrer ça. Alors moi, personnellement, je fais l'édition sur un MacBook avec ScreenFlow, qui est qui est un logiciel, alors c'est pas très cher et c'est un logiciel extrêmement pratique parce que c'est très simple. Vous avez des alternatives open source comme OpenShot ou Avidemux, qui est un logiciel qui est très connu et qui existe depuis très longtemps. Et évidemment, vous avez toutes sortes de logiciels commerciaux propriétaires, type Adobe Premiere, Final Cut et plein d'autres, qui peuvent vous permettre de travailler sur ces vidéos. Alors, je vais vous montrer juste à partir de… Je vais sortir de ma présentation juste pour vous montrer les résultats par rapport à directement la vidéo ici. Je vais revenir sur la vidéo. Je vais essayer de la mettre en plein écran, mais j'ai un peu de gêne ici. Excusez-moi, j'ai un problème d'écran. Ah, j'arrive pas là. Excusez-moi, je vais juste la relancer. Alors, c'est pas ça, c'est VLC. Voilà. Donc, j'ai juste repris les images. C'est l'idée de déconstruire la vidéo et de reprendre les images qui ont été diffusées et d'insérer dedans les preuves visuelles de toutes les manipulations qui ont pu être introduites dans cette vidéo. Donc j'ai repris la musique, les images et j'ai refait un montage en publiant, comme ici, les différentes preuves visuelles que je viens de vous montrer au fur et à mesure. Donc voilà la première vidéo. Alors je vais vous montrer les autres. Alors il y a un certain nombre de vidéos qui ont été faites par un certain nombre d'organisations de fact-checking et de médias. Je vais vous montrer parce que ça va vous montrer un peu les différentes approches. Cette vidéo qui tourne sur les réseaux sociaux est signée Al Jazeera. On y apprend que des supporters ukrainiens auraient été arrêtés au Qatar après avoir dessiné des symboles nazis sur la mascotte de la Coupe du Monde. La vidéo est très bien réalisée et ressemble à n'importe quel autre reportage du média Al Jazeera, comme celui-ci. Mais elle a tout de suite intrigué ce journaliste belge. Ce qui m'a alerté, c'est qu'aucun autre média n'avait parlé de cette histoire. Et puis l'Ukraine ne participe pas à la Coupe du Monde. Alors pourquoi y aurait-il des supporters ukrainiens au Qatar? C'est bizarre.
Plusieurs éléments montrent que la vidéo a en fait été trafiquée. D'abord, les images des Ukrainiens. En faisant une recherche inversée à partir de cette image, le journaliste la retrouve sur un article russe publié en février 2022. Il s'agit donc en réalité d'une vieille photo. Ensuite, si l'on regarde la tenue des officiers qataris, censés avoir procédé à l'arrestation, on voit qu'elle est différente de celle portée par les forces de sécurité durant la Coupe du Monde. Enfin, regardons l'image au cœur du reportage. La mascotte, affublée d'une moustache d'Hitler et l'inscription nazie à côté. En la faisant passer dans un détecteur de manipulation d'images, on voit que l'inscription allemande sur la photo a probablement été modifiée, car à cet endroit, le taux de compression est différent. Quand vous prenez une image, elle est composée de nombreux pixels qui sont compressés. Et s'il y a des modifications dans les taux de compression, cela peut indiquer qu'elle a été manipulée. Contacté, Al Jazeera a répondu qu'en effet, ce reportage ne provenait pas de leurs médias. Cette vidéo est totalement fausse et Al Jazeera n'a jamais publié aucune information sur cette histoire. La vidéo a donc été fabriquée pour faire croire que des supporters ukrainiens avaient dessiné des symboles nazis. Ces premiers partages ont été retrouvés sur les réseaux sociaux russes, mais il est impossible de savoir de manière certaine qui est derrière cette manipulation. Donc voilà la première vidéo qui a été faite par... Cette vidéo qui tourne sur les réseaux sociaux est signée Al Jazeera. On y apprend que des supporters ukrainiens... Alors, deuxième vidéo. J'essaye de France 24. Si vous permettez, monsieur Tessou, avant la c'est avec moi, présentation Anthony Saint-Léger, bonjour. Allez-y. Avant la présentation de cette vidéo, j'ai une question personnelle à vous poser. Lorsqu'il y a une désinformation, par exemple, et qu'on revient avec l'information factuelle, souvent, elle ne bénéficie pas du même nombre de partages. Mais la fin de la vidéo que vous venez de montrer pose la question, on ne sait pas qui est derrière cette vidéo. Est-ce que refaire, par exemple, une vidéo lorsqu'on a une information, lorsqu'on a des informations qui circulent, qui se propagent, savoir qui est derrière, en fait, qui mène cette campagne de désinformation et faire une vidéo sur cette personne plutôt que de revenir sur l'actualité. Est-ce que ce n'est pas une manière peut-être de toucher de plus grosses audiences que de revenir sur l'actualité elle-même? Alors, ça va faire partie de mon 5e point qui sera juste après. Okay. Donc, si ça ne vous dérange pas, je répondrai à votre question juste après dans la partie suivante. Okay. OK? Ça marche. Très bien. Bon, deuxième vidéo alors. Bonjour. Et sur les réseaux sociaux, en pleine Coupe du Monde, des internautes l'assurent, des supporters ukrainiens ont vandalisé des affiches avec des tags nazis. Oui, l'affirmation circule depuis le 22 novembre, essentiellement sur Twitter et Telegram, et dans toutes les langues, en français, en anglais et en arabe principalement. À l'image de ce tweet, par exemple, qui affirme donc que des supporters de football ukrainiens ont été arrêtés au Qatar pour avoir répandu des symboles nazis, un salut nazi et une moustache d'Hitler sur l'Aïb, la mascotte du mondial 2022 au Qatar. Preuve en serait cette vidéo que l'on va découvrir ensemble. Regardez, une vidéo attribuée à Al Jazeera, la chaîne d'information qatari basée à Doha, 50 secondes, où le reportage évoque donc l'arrestation de supporters le 20 novembre, donc le jour du match d'ouverture, des supporters ukrainiens ivres à l'origine de ce type de vandalisme sur des affiches. Les publications sur Twitter ont dépassé les 150 000 vues et sur Telegram, elles tutoient les 400 000 vues. L'information qui a été relayée par exemple par le compte officiel Twitter de l'ambassade russe au Royaume-Uni et qui a priori initialement été publiée par le compte Telegram d'une émission russe que l'on voit ici, qui est co-dirigée par un journaliste présentateur vedette de Russia One, une chaîne d'État, Vladimir Soloviev, qui a lui aussi publié cela sur son compte Telegram, Vladimir Soloviev, qui est un fervent admirateur de Vladimir Poutine, que l'on voit ici, et qui est présenté comme l'un des propagandistes du Kremlin.
Malgré les apparences, Al Jazeera n'est pas à l'origine de l'information. Effectivement, et c'est assez troublant. On va d'ailleurs le voir ensemble si Vladimir Zoloviev veut bien s'en aller. Voilà. Pour ce qui est de la ressemblance, on va voir effectivement à quel point c'est frappant, puisque on va reprendre le reportage que je vous ai montré, et puis on va en regarder un autre qui n'a absolument rien à voir, hein, vous allez voir, c'est sur les animaux, mais c'est pour vous montrer quoi? Pour vous montrer que la charte graphique est exactement la même. Vous avez ici le logo que l'on retrouve exactement ici, et regardez la titraille. C'est bon, certains mots en orange qui sont surlignés, c'est absolument semblable, hein, j'ai envie de dire presque troublant, jusqu'au générique de fin que l'on peut revoir ici sur cette vidéo également, et qui est lui aussi absolument semblable. Même logo, même titraille, même générique de fin, donc, sauf que le reportage est absolument introuvable sur la chaîne qatari, et pour cause, il n'existe pas. La chaîne qui a dû faire d'ailleurs un démenti à ce propos sur son compte Twitter officiel, et évoquer donc un faux reportage, et qui n'a jamais mentionné une quelconque information de ce type. Un reportage donc et une information montée de toutes pièces. Effectivement. Et pour le prouver, on va procéder par étapes. D'abord, concernant les supporters ukrainiens. Il y a pour l'heure au Qatar pas de supporters de l'équipe d'Ukraine, et pour cause, puisque l'Ukraine n'a pas été qualifiée pour le mondial. Elle s'est inclinée en juin dernier face au Pays de Galles. Elle n'est donc pas présente pendant la compétition. L'image que l'on a vue dans le reportage, c'est celle-ci, et une recherche d'images inversée nous montre que cette image, elle a déjà été utilisée par un média russe en février 2022, février dernier, donc rien à voir avec le Qatar. Pour ce qui est maintenant de l'arrestation des supporters qui est évoquée dans le reportage, on voit à un moment une image qui montre un policier. Sauf que grâce au travail de notre confrère belge Brecht Kassel du média de fact-checking Knack, il a pu enquêter sur les uniformes. Et vous voyez que l'uniforme présenté n'a absolument rien à voir avec ceux des forces de l'ordre qui actuellement officient au Qatar. Enfin, pour ce qui est maintenant de la mascotte et des affiches qui auraient été vandalisées, une dizaine d'affiches selon la vidéo pendant le match d'ouverture donc au stade Al Bayt de Doha. Cela ne nous a pas été confirmé par nos équipes sur place, d'une part, et d'autre part, quant au logo, ou en tout cas au slogan nazi que l'on voit ici, il n'a tout simplement jamais existé, et ça nous a été confirmé notamment par ce qu'on appelle l'analyse forensique, qui permet de repérer les manipulations graphiques dans une image. Et vous voyez bien qu'à l'endroit du logo ici, eh bien, les différents filtres montrent effectivement des points de compression, qui montrent donc qu'il y a bien eu retouche à cet endroit-là, et que le logo a... Alors, vous voyez que ici, c'est beaucoup plus affirmatif, et en fin de compte, c'est une erreur, parce que la partie ELA ici, c'est purement indicatif, c'est un amplificateur, on ne peut pas se baser sur ce genre de feed pour... En fin de compte, ça vous montre la texture des formes qu'il y a dans l'image. Ça ne montre pas que cette partie-là a été falsifiée particulièrement. L'autre peut éventuellement le montrer. Là, sur cet exemple en particulier, c'est à cause du fond rouge notamment, c'est un peu plus... Tout simplement, en tout cas le slogan a tout simplement bel et bien été ajouté. Un faux reportage donc qui mêle à la fois les logos, la charte graphique d'un média existant, des images authentiques, mais aussi des images anciennes et des images retouchées. Un procédé qui n'est absolument pas inédit en ces 9 mois de guerre en Ukraine maintenant, et qui colle en plus aujourd'hui, on l'a vu très très bien à l'actu, et qui utilise une fois de plus ce narratif russe, qui a d'ailleurs servi d'élément déclencheur, on va dire, en tout cas de prétexte déclencheur à la guerre en Ukraine, et qui lie ce narratif russe, nazi et ukrainien. Merci. Alors, le tweet de l'ambassade de Russie n'existe plus, hein, il a été retiré. Alors, troisième et dernière vidéo que je voulais vous montrer, c'est celle de Désintox. Des supporters ukrainiens arrêtés au Qatar pour avoir diffusé des symboles nazis. Intox. De nombreux internautes ont partagé sur Twitter, Telegram et TikTok une vidéo où l'on apprend que des Ukrainiens ivres auraient été placés en détention à Doha en marge de la Coupe du Monde. Leur délit ? Avoir ajouté un slogan nazi et une moustache d'Hitler sur une image de la mascotte du mondial, mais aussi détruit plus de 10 affiches à proximité d'un stade. Le format des images et le logo d'Al Jazeera laissent penser qu'il s'agit d'une production de la chaîne qatari. Cette vidéo a été particulièrement partagée par des partisans de Vladimir Poutine. Ce dernier justifie en effet
fait l'invasion de l'Ukraine par une prétendue dénazification du pays. Une capture d'écran de la vidéo a même été partagée par l'ambassade russe au Royaume-Uni. Pourquoi c'est faux? La vidéo ne comporte aucune preuve des allégations avancées, même pas l'identité des Ukrainiens arrêtés. Cette image de la prétendue arrestation a ainsi été tellement floutée qu'il est impossible de savoir quand ni où elle a été prise. D'ailleurs, en cherchant sur le site ou les réseaux sociaux d'Al Jazeera, on ne retrouve aucune trace de cette vidéo. Idem lorsqu'on cherche d'autres sources sur d'éventuels Ukrainiens arrêtés à Doha. Et pour cause, la chaîne a publié un communiqué ce jeudi 24 novembre pour indiquer que la vidéo en question est complètement fausse et qu'Al Jazeera n'a jamais publié d'informations sur cette soi-disant affaire, ou quand le brouillard de la guerre russe s'étend jusqu'au Qatar. Donc voilà les vidéos que je voulais partager, surtout pour vous montrer un peu les différentes façons, les différentes narrations, les différents outils qui sont utilisés d'un point de vue vidéo en termes de montage pour fabriquer ces vidéos. Est-ce que vous avez des questions par rapport à… Alors, vous avez vu dans les vidéos, il y a des comment dire, un certain nombre alors, d'abord, ces vidéos ont été faites relativement proches du moment où s'est produit où cette vidéo a été publiée. Donc, il y a eu un laps de temps relativement court. Donc, ils ne sont pas forcément allés partout au bout, par exemple, pour retrouver des images des policiers. Ils ont retrouvé des images antérieures, mais pas forcément l'image de 2019 aussi de la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Mais bon, tous les fact-checkers se lisent les uns les autres et récupèrent des choses, y compris dans la vidéo de France Télévisions, l'interview de Brecht Castel, par exemple, c'est quelque chose qui était… Le fait que les Ukrainiens participent à la Coupe du Monde n'était pas quelque chose qui était saillant dans leur premier fact-check, par exemple, et c'est quelque chose qu'ils ont repris par la suite. Et comme dans ce que je vous ai montré, par exemple, la vidéo de 2013 de cette arrestation de police, je l'ai récupéré sur un des fact-checks. Donc, c'est un des moyens aussi de ne pas fact-checker de A à Z, mais aussi de se reposer sur ce que la communauté des fact-checkers peut apporter. C'est-à-dire si d'autres fact-checkers publient un fact-check sur le même sujet, de reprendre les bonnes trouvailles des uns les autres. La plupart suivent un peu les mêmes méthodologies, mais aussi avec des résultats parfois qui sont plus chanceux aussi, hein, parce que rechercher une image par similarité, parfois, même sur le même poste, vous recherchez un jour sur l'autre, le moteur de recherche ne vous enverra pas forcément le même résultat. C'est notamment le cas avec Google Lens. Donc, il y a toujours une part de chance quelque part ou une part de trouvailles. Et donc, c'est toujours bien de savoir un peu ce que font les autres fact-checkers et les autres vérificateurs et qu'est-ce qu'ils ont publié sur le même sujet. Donc, je voulais passer à mon 5e objectif qui était sur la diffusion de la vidéo. Et donc, je vais pouvoir répondre à la question de Kossi justement là-dessus. En fin de compte, ce qui est… alors, souvent, on dit mais finalement, les fact-checks ne font pas autant d'audience que certaines grosses infox. Alors, c'est vrai et faux à la fois, c'est-à-dire que c'est vrai quand on se focalise sur certaines grosses histoires, parfois, qui sont devenues très virales, mais il faut voir qu'il y a beaucoup de fausses informations qui circulent et qui restent sous le radar, c'est-à-dire qui sont des choses qui ne sortent pas, qui ne deviennent jamais virales. Donc ça, c'est assez fréquent. Et il y a beaucoup de fact-checks, en fin de compte, qui sont au-dessus d'une fausse information aussi en termes de viralité, parce que la viralité est moindre. Et le problème, c'est que l'audience d'un fact-check n'est pas la même que l'audience d'une infox. Je l'ai symbolisé avec ce diagramme ici, c'est-à-dire que l'infox va être partagée dans des groupes, parfois des groupes idéologiques, des groupes, je ne sais pas, ça peut être des groupes anti-vaccins sur le Covid, ça peut être des groupes favorables à la Russie, par exemple, ça peut être sur la guerre en Ukraine, ça peut être tout ordre d'autres infox. Et donc, il va y avoir des partages dans certains cercles, enfin, dans des bulles, on appelle parfois des bulles de filtre, alors que le fact-check va avoir une autre audience dans une communauté plus journalistique, dans une communauté plus axée sur l'éducation média, plus des institutions ou autres. Et ça va faire que, évidemment, le partage, enfin, ou la viralité de l'un ou de l'autre ne va pas être le même. C'est pour ça que l'idée de vous montrer comment on peut récupérer des preuves visuelles de falsification, comment on peut créer soi-même des vidéos de vérification mobilisant ces preuves visuelles, ça peut permettre éventuellement de revenir
sur l'audience des infox et de distiller, de propager ce genre de vidéos dans ces cercles-là pour essayer d'augmenter la viralité ou en tout cas de faire baisser la viralité des infox qui ont été démasqués. Alors, juste un ou deux exemples. Cette même vidéo, par exemple, vous voyez, elle a été fact-checkée en Italie. J'ai découvert ça par similarité en préparant cette formation. Et vous voyez que, comme je suis en France, j'obtiens un message français. Donc ça, c'est le message typique de Facebook. Chaque fois qu'une vidéo a été contestée sur les réseaux sociaux. Et c'est des chiffres de Facebook qui ne sont pas, comment dire, qui sont publics, mais dont ils ont parlé publiquement, mais qui ne sont pas étayés particulièrement cas par cas. Mais Facebook affirme que la viralité des fausses informations diminue et les partages diminuent de 80% à partir du moment où la vidéo a été vérifiée. Et à chaque fois qu'ils mettent cet avertissement, donc vous savez qu'au début, ils mettaient ça en bas de la vidéo, personne n'allait voir le fact-check. Et depuis qu'ils mettent ça, il y a une moindre viralité des fausses informations sur Facebook depuis qu'il y a ce système on appelle ça une affordance en langage américain des interfaces, pour inciter les internautes à dire à faire attention, ce contenu est contesté et vous pouvez découvrir pourquoi. Ou sinon, regardez la vidéo, on laisse le choix à l'utilisateur. Mais a priori, en termes de réception par les utilisateurs, c'est quelque chose qui fonctionne. Ce qui est important, donc on en a parlé tout à l'heure sur les différents réseaux sociaux, c'est la possibilité aussi de propager donc des vidéos explicatives. Donc celle que je vous ai montrée par exemple sur cette contre-vidéo d'une certaine manière ou contre-narration que j'ai faite en insistant sur les 3 points de la vidéo qui étaient complètement faux. Et donc on peut aller poster cette vidéo par exemple dans des réponses à des tweets, dans des commentaires sur Facebook, on peut réutiliser des hashtags sur du TikTok, sur du Instagram, par exemple. Donc, le hashtag qui aurait été utilisé pour fabriquer cette fausse information, réutiliser le hashtag pour rentrer dans cette désinformation et montrer les preuves visuelles irréfutables. Dans ce cas-là, irréfutables. On n'est pas dans l'exemple du milieu ici en bas, on n'est pas sur une présomption d'uniforme différent entre le personnel de sécurité de la Coupe du Monde et des gardes qui, par ailleurs, peuvent être en dehors du périmètre de la Coupe du Monde et avoir toujours le même uniforme. Mais on est vraiment sur une vidéo de 2013 qui appartient à une chaîne de télévision. Donc, on sait exactement la provenance de chacune des 2 images, que ce soit l'image des supporters, que ce soit l'image de la police. Et donc, ces preuves visuelles aussi, un des points importants, c'est qu'on peut les utiliser de manière autonome. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé non plus de fabriquer une vidéo. C'est-à-dire qu'en extrayant ces images sous forme de fichier MP4 ou même de format GIF, vous pouvez parfaitement les poster de la même façon, donc sur les différents réseaux, en réponse, en partage, en commentaire, et montrer que les images qui sont produites sont en fin de compte des faux, parce que vous avez retrouvé et vous avez pu fabriquer une preuve visuelle à partir des images que vous avez retrouvées sur les différents réseaux. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer. Les articles de vérification, là, ici, ça n'a pas de mesure par rapport aux partages qui ont pu être faits dans l'Internet russe, mais ça a été pas mal repris. Donc, la vérification qui avait été faite par Brecht-Castel, vous verrez que là, il ne parlait pas vraiment du fait que les Ukrainiens ne participaient pas à la Coupe du monde du Qatar, mais il a retrouvé cette image publiée par un site russe en février 2022, qui déjà permet d'infirmer le fait que l'image en question a été prise à Doha, au Qatar. Du coup, ça a été pas mal partagé, hein, mais c'est resté par rapport, évidemment, c'est sur Twitter, où il y a eu de multiples copies de cette vidéo qui ont circulé au fur et à mesure par différents, alors que ce soit par inadvertance sous forme de mésinformation, soit par des gens qui simplement propagent des contenus pro-russes, et il y a un certain nombre de gens qui s'amusent à ce genre de choses. Donc, voilà pour les articles de vérification. Je voulais juste dire un mot sur TikTok très rapidement. On a dans le plugin une fonctionnalité qui s'appelle Assistant pour cette page, qui vous permet de vérifier des contenus et qui vous permet de savoir quel outil utiliser dans le plugin à partir de ces contenus.
Et on avait jusqu'à en début de semaine la possibilité de récupérer les URL des vidéos de TikTok dans leur, ce qu'on appelle le CDN, hein, le Content Delivery Network, le réseau de livraison de contenu. Mais malheureusement, TikTok vient de nous le couper, c'est-à-dire qu'ils ont rajouté quelque chose dans leurs URL et on a un accès non autorisé maintenant. Donc, c'est quelque chose qu'on va essayer de fixer. Ça fonctionnait jusqu'en début de semaine et on vient de s'apercevoir que ça ne marche plus. Donc, ça fait partie de notre jeu de chat et de la souris avec les plateformes, d'essayer de faire en sorte de trouver les moyens que vous puissiez vérifier des informations, même si les plateformes n'ont pas très envie que vous le fassiez. Donc, on va voir si on arrive à réparer ce genre de choses. Alors, c'est des choses qu'on monte dans les formations comme ça, mais qu'on n'ébruite pas trop, évidemment, parce que les plateformes, en général, essayent de combattre ce genre d'exercice. Mais nous, on le fait pour lutter contre la désinformation, on ne le fait pas pour télécharger des vidéos massivement. Donc, voilà, on va essayer de fixer cet inconvénient. Juste un mot aussi que je voulais vous dire, c'est le fait que les outils que je vous ai montrés d'export vidéo et GIF, que ça soit sur les filtres forensiques, que ça soit sur le check GIF, c'est ce qu'on appelle des outils avancés dans le plugin InVid with Verify. Et donc, il faut s'enregistrer. Ça veut dire que là, vous voyez la première étape, c'est de cliquer sur s'identifier. La deuxième, c'est de s'enregistrer, donc en bas du formulaire ici. Et une fois que vous aurez reçu la notification de la création de votre compte, vous demandez un code d'accès avec la même adresse que vous avez utilisée pour vous enregistrer à partir de la boîte 3 ici. Et vous mettez juste votre adresse email et si vous êtes enregistré, vous obtiendrez un code d'accès. Alors, ces outils sont gratuits, hein, sont réservés à des journalistes, à des fact-checkers et à des chercheurs qui travaillent contre la désinformation. On essaye, en tout cas dans le plugin, de faire en sorte de ne pas enregistrer des adresses en Gmail, Hotmail ou autre pour éviter d'avoir trop de demandes et surtout de ne pas pouvoir… Enfin, c'est compliqué de répondre, si vous voulez, si vous faites partie d'un média, par exemple, et que vous vous enregistrez avec un Gmail, parce que c'est quelque chose qui, si vous devez changer de poste un jour, vous préférez avoir un compte personnel. Nous, ça nous pose un problème parce qu'on ne peut pas vérifier que vous êtes dans le média. Donc, du coup, c'est un peu compliqué. Donc, ce que je vous propose, c'est que tous les personnes tous ceux qui sont intéressés pour s'enregistrer, me le fassent savoir. Si vous avez participé au cours, soit je passerai par l'ICFJ pour vérifier si j'ai besoin de vérifier quelque chose. Mais voilà, si vous avez besoin, et si vous êtes sur des Gmail ou autres, vous pouvez utiliser, alors du coup, le feedback, hein, vous avez un petit onglet de feedback qui vous sert à envoyer des messages et à ce moment-là, vous me communiquez votre mail, vous me communiquez qui vous êtes et où est-ce que vous travaillez. Vous me mettez un ou deux exemples pour que je puisse être sûr que vous êtes bien un journaliste ou fact-checker. Et à ce moment-là, je vous ouvrirai la porte. Voilà. On est un petit peu restrictif parce qu'on ne veut pas que nos outils soient utilisés par des gens qui fabriquent du faux ou par des gouvernements autoritaires ou autres. Donc, on fait attention à ce que nos outils, parce qu'on a des outils aussi d'analyse de réseaux sociaux et on ne veut pas trop que ces outils tombent dans n'importe quelle main ou soient même utilisés à des fins commerciales, puisque c'est nous qui payons le serveur derrière. Alors, même si on est dans des projets de recherche qui sont financés, mais voilà, on fait en sorte que ces outils soient réservés à la fois en termes de bande passante, à la fois en termes de passage à l'échelle, et de disponibilité, soit réservé aux journalistes, aux fact-checkers et aux chercheurs contre la désinformation. Juste si certains d'entre vous veulent aller plus loin, pour faire cette présentation, j'ai utilisé un certain nombre enfin en tout cas les deux premiers, c'est-à-dire FFmpeg. Allô ? Allô ? Oui, allô. Non, j'ai cru qu'il y a une voix qui a parlé, mais… très rapidement, donc je vous dis, FFmpeg, c'est un espèce de couteau suisse, c'est un programme pour l'encodage de la vidéo, pour extraire des images clés des vidéos. Quand on a besoin d'un travail beaucoup plus… si on a besoin de beaucoup d'images clés, par exemple, j'ai sorti en quelques secondes quelque chose comme 600 images clés sur une minute de vidéo sur les policiers, là, par exemple, les policiers qataris. Grâce à FFmpeg. FFmpeg, c'est vraiment un couteau suisse qui est assez formidable. Tous ces logiciels sont open source. Hein. Vous avez YouTube DLP, c'est une fork, c'est-à-dire c'est une branche d'un logiciel libre, ça provient de YouTube DL. C'est un logiciel qui permet de télécharger toutes les vidéos.
Donc, vous utilisez ça avec n'importe quelle URL de vidéo et sur la plupart des sites, ça va vous permettre de récupérer la vidéo. Quand vous voulez refaire une vidéo, c'est-à-dire déconstruire une vidéo et refaire une vidéo de démystification à partir d'une fausse vidéo, c'est un outil incontournable. Et YouGet fait un peu la même chose, c'est un peu moins bien probablement que YouTube DLP, mais c'est une alternative à YouTube DLP en termes de téléchargement de vidéos. Et en général, tous les services que vous avez en ligne, qui sont disponibles gratuitement, mais avec plein de pubs et avec parfois des vidéos un peu dégradées. Ils utilisent ce genre de choses derrière en termes de logiciels open source. Je vous remercie et je suis à votre entière disposition pour toute question que vous pourriez avoir par rapport à la présentation. Merci beaucoup, Monsieur Kessou. Il y a énormément dans la boîte de discussion, des questions des participants. Je prends au tac la première. Quand on veut montrer la fausseté dans une vidéo, est-ce important de retourner d'abord sur la fausse vidéo ou on doit passer directement à la vraie information? Alors, quand vous essayez, si votre point d'entrée, c'est uniquement la fausse vidéo, il n'y a pas d'autre solution qu'un examen visuel approfondi et d'essayer justement de fragmenter cette vidéo et d'essayer de voir si les images sont collées quelque part. Si vous êtes déjà au courant si vous savez déjà qu'une vidéo est une imitation d'une autre vidéo, par exemple, à ce moment-là, vous pouvez peut-être commencer à juxtaposer les choses et à regarder les deux. Mais si vous partez d'un faux dont vous ne savez pas, une vidéo qui est suspecte, que vous pensez qu'elle est suspecte et que vous voulez vérifier cette vidéo et que le seul objet que vous avez, c'est cette vidéo, voilà, à part l'examen visuel, l'examen via la fragmentation en image T, c'est vraiment le point d'entrée. Monsieur Tessot, pouvez-vous me redonner la main? Oui, bien sûr. Une autre question en cours, comment reconnaître une vidéo dont le contenu provient du deepfake? Alors, les deepfakes, c'est un peu plus… alors, c'est assez compliqué, les deepfakes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de deepfakes, mais en fin de compte, on a beaucoup de… j'essaie de redonner la main, mais je ne vois pas où est-ce que… Ça va être par là, non? Ah non, pardon, il faut que j'arrête le partage. Voilà. OK, c'est bon, c'est fait. Et maintenant, je vais aller… je crois que c'est ici. Panéliste. OK, pardon, excusez-moi, je vais répondre à votre question, mais il faut juste que je change ici. Non, c'est pas ça. Ah oui, ça va être ça. C'est bon. C'est fait. Pardon. Alors, les deepfakes. Les deepfakes, vous avez ce qu'on appelle du face swapping, c'est-à-dire remplacement de visage. Vous avez ce qu'on appelle du face reenactment, c'est-à-dire de la modification faciale. Vous avez du lip syncing, la synchronisation labiale, pour faire dire quelque chose à quelqu'un qui ne l'a pas dit. Vous avez aussi des technologies d'apprentissage de la voix par intelligence artificielle. Donc, le deepfake, c'est des faux créés par intelligence artificielle et en général automatiquement. Ce qui est une vue un peu restrictive parce que beaucoup de ces fakes, par exemple, si vous prenez le channel Deep Tom Cruise sur TikTok, par exemple, ce sont des deepfakes hybrides, en fin de compte. C'est-à-dire que des images vont être générées par l'intelligence artificielle, mais vont être post-éditées dans du After Effects. Et du coup, elles vont avoir une sorte d'autres caractères. C'est vraiment des objets hybrides, en fin de compte. Donc, il y a différentes techniques dedans. Et donc, pour repérer ça, il y a un certain nombre de solutions. Aujourd'hui, la plupart des détecteurs donnent des résultats assez mitigés parce qu'il y a pas mal de faux positifs, notamment. Surtout si on fait du deep learning. Si on fait du pure machine learning, un peu boîte noire, et on ne sait pas pour qu'est-ce qu'a trouvé le système, c'est un peu compliqué. Il y a Intel qui a fait une démo assez intéressante, que j'ai eu l'occasion de voir. Je crois que ça s'appelle Deep Catcher ou quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui va aller chercher les mouvements sanguins sous la peau des personnes, des vraies personnes. Et du coup, ils s'en sont aperçus que dans les visages artificiels, il n'y avait pas ce genre d'empreinte dessus. On pense que c'est probablement surtout ça peut marcher sur des vidéos de meilleure qualité,
sur des vidéos extrêmement dégradées qui circulent sur les réseaux sociaux, comme on a pu en voir pendant la guerre en Ukraine, par exemple, avec du Zelensky qui se rendait ou ce genre de choses, c'est beaucoup moins flagrant qu'on puisse le trouver. Ce qui marche toujours dans le deepfake et qu'on ne dit pas suffisamment souvent, c'est que la recherche par similarité continue à fonctionner, parce qu'en général, pour fabriquer un deepfake, vous utilisez des vidéos, vous avez besoin de vidéos réelles de quelqu'un. Vous avez besoin d'avoir un archivage assez conséquent de vidéos d'une personne. Et du coup, ces vidéos, quelque part, elles ont été produites quelque part. Et donc, on peut retrouver les vidéos qui ont servi à produire le deepfake. Je peux vous dire, par exemple, que la très célèbre vidéo de Jordan Peele, le scénariste oscarisé de Hollywood, documentaliste, avec Barack Obama, qui est cette vidéo d'alerte en disant attention, regardez, on peut faire dire à n'importe quoi à n'importe qui. Cette vidéo, elle a réutilisé des vidéos de Barack Obama de décembre 2016, par exemple. Parce que par similarité d'image, on arrive à retrouver exactement la vidéo d'Obama sur un point presse à la Maison-Blanche, avec la même cravate, le même pin, le même cadre derrière, le même pot de fleurs ou autre. Et du coup, on arrive à retrouver ces images-là. Mais ça prend du temps et c'est pas assez facile. Alors, ceci dit, nous, on travaille dans le projet Vera.ai. Donc, le site web, c'est verai.eu. verai.eu. Et on a un compte Twitter aussi, pareil, verai__EU. On travaille dans ce projet-là avec 3 laboratoires spécialisés dans l'analyse des deepfakes. Et une des pistes qu'on a aujourd'hui, c'est d'apprendre les caractéristiques physiques d'une personne réelle, dans des vidéos réelles, et de comparer ça à les mêmes caractéristiques dans une vidéo deepfake, pour voir si on arrive à trouver la différence entre l'image synthétique et l'image, la vraie image prise par une vraie caméra. Nous avons encore 2 ou 3 questions avant de terminer cette formation. La question, un instant, il y a énormément de questions. Voilà, de toutes les techniques de vérification des informations que vous avez énumérées pour combattre la désinformation, quelle est la plus fiable et la moins efficace? Aujourd'hui, ce qui est le plus efficace aujourd'hui, c'est la recherche par similarité. C'est vraiment, et ça utilise ce que j'ai dit tout à l'heure, le big data, les données massives de tous ces moteurs de recherche d'images. Quand j'ai parlé tout à l'heure de TinEye qui a 59 milliards d'images indexées, c'est une petite portion par rapport à ce qui est indexé par du Google, du Yandex, du Bing et autres. Donc, ça veut dire qu'il y a des dizaines, des centaines, des milliers, des trillions d'images aujourd'hui sur le web qui sont indexées par ces moteurs de recherche. Et c'est cette indexation visuelle par le contenu de l'image, non pas par les métadonnées autour, qui fait que, par similarité, on arrive à retrouver des images antérieures. Aujourd'hui, une grande partie des faux qu'on voit, c'est des faux décontextualisés. C'est-à-dire que les gens qui fabriquent le faux, ils n'ont pas gardé des stocks d'images qu'ils ont pris pendant 20 ans. Ils vont sur YouTube, ils trouvent je prends un exemple sur le tremblement de terre en Turquie, ils voient une vidéo ils vont chercher le tremblement de terre, ils trouvent un tremblement de terre, je ne sais pas, au Mexique, et ils disent, tiens, cette image-là, pourquoi je ne la fais pas passer pour la Turquie? C'est absurde, mais il y a beaucoup de gens qui le font. Et du coup, ces images, elles sont téléchargées depuis le web et elles sont remises dans le circuit en faisant croire que ça se passe à un autre endroit, avec toutes sortes de motivations différentes. Alors, dans le cas de l'Ukraine et de la Russie, c'était une motivation soit justificative de la guerre ou autre. Dans le cadre d'un tremblement de terre, on ne comprend pas trop les motivations des personnes qui s'amusent à faire ce genre de choses. Mais il y a toujours des gens qui veulent participer, qui d'une manière fictionnelle, qui vont participer à leur façon sur les réseaux en publiant des fausses images et qui sont pour la plupart du temps décontextualisées. Donc, la recherche d'images par similarité pour les images, c'est de très loin le meilleur, ce qui marche le mieux et ce qui est le plus répandu. Et quand la photo ou la vidéo n'est jamais mise en ligne, alors qu'elles sont fausses, comment vérifier l'authenticité? C'est encore une question d'un participant qui demande quand la photo ou la vidéo n'a jamais été mise en ligne, alors qu'elle est fausse. Alors, si la photo n'a jamais été indexée nulle part, ça veut dire qu'elle n'a jamais été indexée. Ça ne veut pas dire qu'elle est vraie. Ça, c'est le premier point.
Une astuce aussi, c'est de passer, on a un outil qui s'appelle le Magnifier, c'est de renverser l'image à 180 degrés et d'essayer de chercher l'image inversée. Parce qu'il y a eu des cas, notamment un ex-photographe de la BBC qui s'était amusé pendant 3 ans à prendre des photos de photographes célèbres, à les inverser et à les revendre. Un photographe de guerre. Donc, il y a une histoire qui est publiée par la BBC sur ce photographe brésilien en fuite et autres. Donc, c'est une astuce, c'est ça, c'est d'inverser l'image, de faire un mirroring, un miroir à 180 degrés, parce qu'on s'est aperçu que les moteurs de recherche d'images inversées ne sont pas robustes à ce genre de modification. C'est-à-dire qu'ils peuvent retrouver une image, mais pas forcément l'inverse de l'image. Enfin, l'image inversée. Donc ça, c'est une première astuce pour voir si on n'a pas été floué par ce genre de manipulation. Ensuite, c'est analyser les métadonnées, s'il y a des métadonnées, mais sur les réseaux sociaux, on sait qu'il n'y en a pas. Donc, si c'est une image qui a été postée sur les réseaux sociaux, il faut demander à avoir accès à cette image. Si la personne veut bien la prêter, par exemple, quand on fait de la récupération d'images créées par les utilisateurs pour un média, par exemple, c'est de toujours demander l'image originale, celle qui est sortie de la caméra. Éventuellement, de poser des questions, de savoir avec quoi vous avez pris cette image, dans quelles circonstances, etc. Et les métadonnées peuvent vous aider à savoir si vous avez si les métadonnées corroborent ce que dit la personne qui vous a envoyé les images. Donc, est-ce que c'est la même caméra? Si quelqu'un vous dit j'ai pris ça avec mon, je sais pas moi, avec mon Canon, mon appareil photo Canon, et qu'en fin de compte, vous voyez dans les métadonnées de l'image que c'était pris avec un smartphone, s'il y a un décalage comme ça, vous voyez que la personne qui vous a donné l'image il n'est pas au courant ou a récupéré l'image quelque part sans savoir qu'il y a des métadonnées à l'intérieur, par exemple. Donc, on peut aller un peu plus loin, mais après, c'est sûr qu'à un moment donné, on peut aussi ne pas pouvoir vérifier quelque chose. Là, typiquement, l'image que je vous ai montrée, l'image du logo du mondial, là, c'est un peu. On sent que c'est faux, évidemment, parce que tout le reste est faux. Donc, si tout le reste est faux, pourquoi ce truc-là serait vrai? Ça n'a pas de sens. Mais cette image, est-ce que c'est quelque chose qui a été fait en laboratoire, si j'ose dire, ça a été fait, mise en scène, ou est-ce que c'est quelque chose qui a été fait sur place, ou est-ce que quelque chose qui a été photoshopé, quelque chose et qui a été tellement de fois compressé que toutes les traces ont disparu, c'est aujourd'hui, on n'est pas capable très exactement de certifier. Avec rigueur, je veux dire. Chers confrères, je viens de partager un QR code avec vous. C'est le QR code du sondage de la formation à laquelle vous participez. Nous avons lancé un petit sondage pour savoir, pour évaluer les connaissances, savoir si vous avez appris au cours de cette session comment déconstruire les infos, comment produire des vidéos qui débusquent les fausses informations, comment se lancer dans le journalisme vidéo et produire des contenus qui combattent la désinformation, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter. Et de savoir si cette formation ou cette session vous a permis d'apprendre quelque chose de nouveau. Donc, nous vous prions de prendre quelques secondes pour bien vouloir remplir ce formulaire. Nous vous serons reconnaissants. Merci infiniment, Monsieur Denis Tessou, pour cette fantastique session que vous avez animée dans le cadre de notre conférence mondiale pour amplifier la portée des informations fiables. La désinformation, elle prend de l'ampleur, elle est aujourd'hui partout, sur tous les réseaux sociaux. Et les journalistes ont cette lourde tâche-là d'apporter de la bonne information parce qu'en période de crise, une information de qualité peut sauver des vies. Merci à tous les participants qui nous ont suivis depuis le début. Nous avons passé 1h35 ensemble à discuter de cette thématique et apprendre comment mieux nous lancer dans le journalisme vidéo. Merci beaucoup, Monsieur Denis Tessou, pour votre disponibilité, pour ces ressources que vous avez partagées avec les collègues francophones, et aussi pour la qualité des connaissances. Nous vous disons merci encore une fois. Merci à vous tous. Kossi, je vous ai partagé un lien. Si vous pouviez le partager avec tous les participants, ça serait super sympa. Notre projet européen fait un petit sondage justement pour recueillir tous les besoins des journalistes et des vérificateurs, donc des fact-checkers.
Et donc, si vous pouvez participer, vous êtes tout à fait les bienvenus. C'est pour mieux analyser un peu vos besoins, les difficultés que vous avez, donc y compris certaines questions que vous pouvez avoir là. J'espère qu'aussi vous pouvez me partager aussi toutes les questions qui ont été posées pendant le panel. Ça nous intéresse toujours d'avoir ces retours sur les utilisateurs. Et sinon, je vous ai partagé mon Twitter qui est @dtessou, mais vous avez également le plugin, dans le plugin, un feedback direct. C'est moi qui suis derrière qui lit ça. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez la moindre question, la moindre difficulté ou autre, ou si vous avez des problèmes pour vous enregistrer pour les outils avancés, n'hésitez pas à revenir vers moi et ce sera avec plaisir. Et si vous avez des difficultés à rejoindre M. Tessou, vous avez mon mail, vous pouvez m'envoyer les questions ou les éventuelles préoccupations. Je me ferai ce plaisir-là de lui renvoyer toutes vos questions. Alors, c'est toujours un plaisir de discuter de notre métier et des mutations qui sont en cours. J'ai partagé, M. Tessou, votre sondage également et Merci beaucoup. nous le ferons également. Donc, nous avons un groupe WhatsApp. Il y a aussi le forum dans lequel on Très peut bien. partager bien éventuellement. Merci encore. Et moi, je Merci vous à donne vous. rendez-vous le jeudi prochain pour apprendre avec le professeur de journalisme à l'Université du Québec à Montréal, M. Patrick White, comment des outils pour une écriture innovante et comment atteindre une grande audience. Donc, ce sera encore une session de formation d'1h30. 1 heure de présentation et 30 minutes de questions et réponses des participants. Et je rappelle aussi, je l'ai dit en début, à l'issue de ces 5 formations que nous organisons dans les 6 régions, nous offrons une bourse aux journalistes, aux étudiants en journalisme ou aux fact-checkers ou encore aux chercheurs qui ont des projets de lutte contre la désinformation. Donc, vous pouvez la condition pour pouvoir y postuler ou pour être éligible, c'est de participer à au moins 3 sessions des formations que nous organisons, nous assurer que les conseils ou les connaissances qui sont partagées ont été utiles aux journalistes et qui les ont permis de pouvoir monter un projet qui va dans le sens de la conférence. Merci encore une fois et si vous êtes journaliste et vous n'êtes pas encore membre de notre forum de reportage sur les crises mondiales sur Facebook, je vous invite à le rejoindre et à continuer à collaborer et discuter de notre métier avec les autres confrères du monde entier. Merci encore, bonne fin d'après-midi, bonne fin de journée où que vous soyez. À la prochaine. Merci beaucoup. Merci Kossi. À la prochaine fois. Bye.